Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martin Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane et bien entendu en France, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'aurai le plaisir de l'animer ce soir en compagnie de Raphaël Vaugirard, originaire du Gros Monde. Monsieur Vaugirard, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, merci. Alors je dis tout de suite, je ne suis pas venu jouer à Dr Montezuma. Je suis venu apporter ce que je veux. Parce que comme je sais que vous avez vos habitudes, vos guerres, donc je ne m'inscris pas dans cette habitude-là. Ok. On n'a pas commencé l'émission, l'attaque est directe. Mais c'est pas sérieux d'attaquer un homme qui n'est pas là et s'en prend à M. Montezuma, il n'est pas là. Ça se fait pas. Non, c'est fait. Ok. Vous n'auriez pas dû faire ça, ça se fait pas. Il faut attendre qu'il soit là pour lui dire en face. D'accord. Bonsoir, M. Charlotte. Comment allez-vous? Oui, ça va. Je dis bonsoir à tous et à toutes. Et je dis bonsoir particulièrement aux coureurs cyclistes qui sont en train de nous donner le spectacle sur la route. Et aussi, malheureusement, aux nombreuses personnes qui subissent des embouteillages. Donc, je leur demande de patienter. C'est une période cycliste. Après, ça ira. Les embouteillages dus à la course. Dus à la course. D'accord. Bonsoir, Cindy. Comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Écoutez, ça va. Le week-end approche à grands pas. Un week-end prolongé grâce au 14 juillet. Donc, oui, tout va bien. D'accord. Juste une seconde. Alors, docteur Mpaye, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, je ne dis pas souvent des choses, comment dire, je ne suis pas quelqu'un qui donne des remerciements facilement à ses enfants, même s'ils savent ce que je pense. Je voudrais quand même d'abord rendre des félicitations aux enfants qui ont passé le brevet cette année, et plus particulièrement à mon fils, qui a eu sa mention très bien cette année. Alors, je dis ça particulièrement parce qu'en début d'année, il nous a dit qu'il ne voulait plus qu'on s'occupe de lui et qu'il allait se débrouiller tout seul. Alors que j'avais pour habitude de m'occuper de lui et de regarder ses devoirs à chaque fois que je sortais du boulot. Et que cette année de troisième, il l'a réussi brillamment. Et donc, je tenais à le féliciter, à lui dire que papa l'aimait beaucoup. Voilà. D'accord. Ce qu'on retient. D'abord, je vais retenir deux choses. La première, remettez-vous comme vous étiez à l'instant. Vous voyez, vous êtes assis avec une attitude dynamique. Vous êtes comme ça, là. Pareil pour José Charlotte. Trop pareil pour... Ben, elle est assise, elle va fonctionner comme ça, là. C'est le monopole. Elle est la seule sur le plateau. Mais je vous ai dit, je suis déjà en week-end, vous ne comprenez pas? Il y a une timbale. En tout cas, je suis extrêmement frappé par l'honnêteté du docteur Samuel Mpaye, parce que c'est remarquable. Parce qu'il vient de nous dire que c'est à partir du moment où il ne s'est pas occupé du travail de son fils, que son fils a réussi à avoir une mention très bien. C'est bien ce que vous avez expliqué. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il faut le faire. Comme quoi, les batailles que j'ai eues avant ont porté leurs fruits. Non, c'est pas ce que j'ai retenu. Quand vous avez cessé de vous occuper de lui, il a réussi. Ça ne veut toujours pas dire qu'il n'a pas triché. Ça te dit. Attention, mon prof d'économie me disait souvent, une personne qui triche est très intelligent. Il ne faut juste pas se faire prendre. Parce que tricher, il faut mettre en place des méthodes pour ne pas se faire prendre. Méthode de tricheur. Donc, ce sont des personnes brillantes. C'était votre prof de quoi? D'économie. Et donc, non, mais c'est important de nous dire son nom et qu'on le fasse renvoyer à l'éducation nationale. C'est inadmissible. Ce genre de discours. C'est pas normal. C'est pas le bon coup. Mais Donald Trump a décidé que les satellites américains ne nous diraient plus désormais si des cyclones vont arriver, aideraient le monde entier à anticiper l'arrivée de cyclones. Qu'est-ce que vous en pensez, Cindy? Moi, je trouve ça très dramatique, dans un premier temps, parce que nous sommes une île, nous sommes vulnérables à ces phénomènes naturels, cyclones, ouragans, tsunamis que ça peut après provoquer. Et je pense sincèrement que c'est une mauvaise décision de la part de Trump, parce que bon, les Américains, c'est tout pour moi et rien pour les autres. Voilà, on est très protectionnistes, très royalistes, je dirais, dans leur façon de fonctionner.
Et au final, moi, je dis à la France, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas investi dans des satellites pour protéger les différents territoires, parce que les territoires d'outre-mer, c'est aussi la France. Et le fait que nous soyons vulnérables à des phénomènes naturels peut engendrer aussi des problèmes pour la France. Parce que imaginons que nous soyons détruits par un ouragan, ce sera la France encore qui va devoir venir nous soutenir, etc. Alors qu'on sait très bien que le gouvernement est en grande difficulté financière. Donc je pense sincèrement que investir sur du bon matériel aurait pu éviter des futurs problèmes, je dirais. D'accord. On réfléchit. Moi, je pense que c'est une fanfaronnade supplémentaire de M. Trump, hein, parce que les questions météorologiques ne concernent pas seulement les cyclones, des choses, c'est toute l'aviation civile internationale dépend des conditions météo. Et puis les grands pays, États-Unis, Europe, France, tout ça, ils ont des accords techniques, des accords opérationnels dans ce domaine. Donc il dit ça peut-être pour viser un certain nombre de pays qu'il a à l'œil, qu'il a en cible. Mais je ne pense pas que ce soit une orientation qui soit véritablement opérationnelle. Non, je pense que c'est une fanfaronnade supplémentaire de M. Trump. Oui, alors, on ne peut pas tout mettre au déficit de M. Trump, parce que je crois qu'il a secoué le cocotier sur plusieurs axes, plusieurs branches, et il a peut-être fait comprendre, à l'occasion de ses agissements, bien sûr, aux pays qu'il faut à un moment arrêter de dépendre des autres. Il faut, lui, c'est vrai qu'il a un certain nombre de satellites très performants, et peut-être qu'il met un budget très, très conséquent pour surveiller la planète, pour surveiller l'ensemble des éléments de la planète, tant sur le plan météorologique que sur le plan militaire et de l'espionnage notamment, puisque le satellite dont il parlait, c'est un satellite d'espionnage. D'espionnage, oui. Donc sur la base du système technique, il peut rajouter effectivement quelques caméras pour faire d'autres fonctions. Bon, ça, c'est pas le plus compliqué techniquement. Sauf que nous sommes en bassin Caraïbe. Pendant des années, certainement, il y a des accords de coopération pour l'utilisation des résultats, ou pour l'utilisation des connexions, des connexions sur son satellite. Bon, s'il décide, pour des raisons de sécurité de chez lui, de ne pas laisser l'accès à la lecture de ces caméras satellites, bon, cela nous contraint à prendre d'autres dispositions, à faire peut-être des contrats avec d'autres types de satellites qui gravitent autour de la zone. Et peut-être même, si nous ne sommes pas dans la zone européenne, si nous n'avons pas de satellites européens qui sont à notre proximité pour lire les concentrations d'eau et de vent dans les nuages. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, le gouvernement français va prendre des dispositions avec d'autres pays en relations internationales pour positionner des satellites distincts des satellites américains, pour que nous soyons un peu moins dépendants des humeurs des autres. Parce qu'effectivement, dans un cas comme ça, on a tendance à penser que ce sont des variations d'humeur, mais peut-être que lui, Trump, dans son organisation de sécurité américaine, peut-être que ses conseillers lui ont dit, voilà, nous avons des failles, parce que quand d'autres personnes se connectent sur nos satellites, peut-être que des informations sensibles peuvent échapper à l'adversité, et qu'à ce titre, il faut prendre des dispositions. Donc là, je ne l'accuse pas. À quelque chose de malheureux et bon, je pense qu'il faut que nous prenions des dispositions pour que nous soyons autonomes dans la surveillance de la zone. Merci beaucoup, Dr. Mbaye. J'aime bien quand vous parlez d'autonomie, parce que je vous signale quand même que nous sommes là, quoi. La France est la 7e puissance économique mondiale. Oui. D'accord? Technologique. La 6e, c'est qui? C'est la Californie. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, nous ne sommes que la 7e puissance devant un des États américains, d'accord, qui gère cet espace-là, puisque quand on parle des ouragans, on parle généralement de la Californie, qui est l'État le plus proche et qui subit de temps en temps ces ouragans eux-mêmes.
Donc de dire que nous allons pouvoir gérer un système aussi complexe avec les sommes que cela nécessite, je ne pense pas que pour un petit territoire ou pour le petit territoire que nous avons ici, la France se permettra de mettre en place des investissements très importants. Donc on ne peut fonctionner que par le système de coopération. Parce qu'il n'y a que celui-là qui va nous permettre de le faire. Deuxièmement, nous avons Trump au pouvoir, il est là pour 4 ans. Ouais. Bon. Nous avons un gros cyclone à peu près tous les 4-5 ans, hein, qui marche sur nos îles, en tout cas qui touche systématiquement 1 ou 2 îles de notre zone. Donc je pense qu'on peut se permettre... par contre, moi, au-delà des cyclones, c'est surtout les constructions. Moi, je pense que là, il faut vraiment insister. Ce n'est pas tant de savoir que le cyclone va arriver demain sur votre ville. Parce que s'il arrive demain sur votre ville, de toute façon, vous n'avez pas les possibilités de le détourner ou de le contourner. La vraie problématique, ce n'est pas les cyclones en eux-mêmes. La vraie problématique, c'est comment est-ce que dans les territoires et les petites îles que nous avons qui arrivent jusqu'aux États-Unis, c'est comment est-ce qu'on favorise dans chaque pays la construction, une construction adaptée aux cyclones que nous pouvons avoir. Que nous ayons, par le seul satellite que nous avons, la capacité de prévenir qu'il y aura les cyclones, parce que c'est ça qui est important, de prévenir nos côtes, de prévenir les gens qui habitent pour qu'ils puissent se mettre à l'abri. Je pense que c'est surtout ça qui est important. Au-delà même de pouvoir prédire que nous allons avoir des cyclones plus ou moins importants. Certes, il faut le savoir, c'est important. Mais je pense que ce qui est encore plus important dans les sommes que nous mettons, c'est dans l'anticipation, dans la construction, qui doit être obligatoire sur tous les territoires de notre zone, d'avoir des constructions qui sont adaptées au risque des ouragans. Parce que c'est le risque de l'ouragan lui-même qui est important et non pas de l'anticiper. Même si ça fait aussi partie de ce que nous devons mettre en place. Pour moi, c'est ça qui est important. Alors juste pour ajouter une chose, en matière de météorologie, ce n'est pas une approche nationale, hein. C'est une approche internationale. Tout à fait. Parce que le cyclone ne va pas suivre les frontières de tel ou tel pays. Donc l'approche que nous devons avoir, c'est de poser la question en termes de coopération internationale. Oui, je voulais juste dire que, pour un peu alimenter ce que M. Scholz a dit, les États-Unis, c'est eux qui possèdent les seuls satellites aussi performants qui permettent justement de voir les cyclones même en pleine nuit, l'évolution des cyclones en pleine nuit. Nous, en France, nous avons un petit radar qui permet de visualiser, mais qui n'a pas... un petit radar, on va dire ça comme ça. Oui, c'est d'accord. Entre l'Europe et voilà, les qui ne nous États-Unis, permet pas de visualiser l'évolution du cyclone en temps réel, tandis que les satellites le font. Et je pense que c'est important d'avoir cette visibilité déjà pour anticiper. C'est-à-dire que si on voit que le cyclone prend de la grosseur, on peut déjà anticiper en disant, bon ben, il faut évacuer la population. Et si on n'a pas de visibilité, ça va être compliqué. Je crois que nous sommes dans le même camp pendant très longtemps que les États-Unis d'Amérique, qui sont un pays à la fois puissant financièrement et puissant scientifiquement. Donc ils sont très avancés dans un tas de domaines. Et donc tous les autres pays qui sont dans ce camp-là se sont un petit peu assoupis, quoi. Ils étaient avec les États-Unis qui leur donnaient, qui les maternaient quelque part. Et donc aujourd'hui, Donald Trump a dit c'est fini. L'Amérique first, l'Amérique d'abord, l'Amérique d'abord. Et donc, voilà. Mais si demain, Macron va dire à Trump, bon, continuez à nous donner des informations et nous vous donnons tant d'argent, Trump ne dira pas non, j'en suis absolument convaincu. C'est un homme d'affaires. Il est en train de dire aux Européens, mais maintenant, nous ne subventionnons plus. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ou bien vous avez vos propres satellites que vous pouvez tirer facilement à partir de la Guyane, puisque c'est Ariane Espace, etc. Ou bien vous êtes obligé de payer. Et il n'est pas couillon du tout, Trump, il sait très bien ce qu'il fait. Il est en train de négocier avec les autres. On va changer de sujet. Une dernière chose, pour dire que les satellites ne sont pas tellement calibrés pour la Caraïbe. Oui. Il a raison. C'est complètement... c'est pour c'est toute la très planète. haut, donc c'est toute la planète. Un satellite peut renseigner le monde entier, pas forcément seulement C'est pour ça qu'on la parle Caraïbe. C'est pour ça qu'on parle de coopération. De coopération. Mais il faut pas, on dit les États-Unis, je vous signale que l'Europe a aussi un certain nombre de satellites qui gravitent autour de la planète qu'on appelle Eurostat. Donc qui est capable de donner, les Chinois qui sont capables de donner aussi des indications, bien sûr, des indications sur ce qui se passe en particulier sur le territoire. Moi j'insiste en disant, ce n'est pas tant de savoir si le cyclone arrive que de prévenir les populations et surtout d'avoir des constructions qui tiennent
face à cela. C'est-à-dire de ne pas dire de construire sur les 50 pages géométriques, toutes ces mesures qu'on dit aux gens de tenir, mais qui ne tiennent pas, suivant que vous avez une économie qui est dépendante. Quand vous êtes à Sainte-Lucie, vous avez besoin de financement. Bien évidemment que si un richissime vient vous dire « je veux construire au bord de la plage », vous allez plus facilement lui donner des accès à ce bord de plage que si vous êtes à la Martinique, vous avez quand même un certain nombre de réglementations qui sont posées. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut insister. S'il y a vraiment un axe sur lequel nous devons travailler, c'est sur le domaine de la construction, de la prévention, de l'anticipation de ces problématiques, parce qu'à partir du moment où un cyclone se pose, que vous avez l'information satellite qu'il arrive dans 2 heures ou dans 1 heure. Je crois que vous avez déjà dit ça. Oui, c'est ça. Donc Ça ne va pas changer grand-chose. Bien sûr, on peut changer de sujet. Alors, parce qu'il y a la nostalgie de cette époque, Raphaël Bougira voudrait parler du baccalauréat. Vous l'avez eu, votre bac? Oui, il me semble. Vous en avez eu 2. 2. En 1971. Et vous avez fait quoi? Maths élèves, philo, sciences Non, j'ai fait sciences économiques. Sciences économiques. Non, je veux dire des choses très simples. Premièrement, féliciter d'abord les familles et puis les enfants. Pourquoi les familles? Parce que jusqu'au bac, ce sont les parents qui triment, de la maternelle jusqu'à la terminale. Ce sont les parents qui assument, qui motivent, et puis qui stressent pour les enfants. Donc, il faut féliciter les familles et les enfants, évidemment. Et puis leur dire la chose suivante, c'est que la Martinique, depuis 10 ans à peu près, en moyenne, 3300 bacheliers par an, chaque année. Cette année, le taux de réussite est de 91,8%. 91,8%. Bon, alors, je vais expliquer le bac, c'est quoi? Il y a une ambiguïté sur le bac. Est-ce que le bac, c'est un diplôme de fin d'études secondaires ou bien c'est un diplôme d'entrée à l'université, enfin aux études supérieures? Début dans d'études supérieures. Alors, de plus en plus, le bac, c'est le diplôme d'entrée à l'université. Et donc, j'invite nos jeunes à aller le plus loin possible, de ne pas se contenter parce qu'ils sont comme ça. Bon, j'ai déjà mon bac, je veux faire un BTS et puis je vous pose une question. travailler. Quand vous passiez le bac, oui. Le taux de réussite était de combien à votre avis? Écoutez, quand j'ai passé le bac en 71, on était 200. 60%. 200 En bacheliers. pourcentage, ça fait quoi? Alors, je sais pas. 60% à l'époque. Je sais pas. 60%? Non. Moins. Non, beaucoup moins. On était Beaucoup 200 moins. pour toute la Martinique. Maintenant, il y en a 3300. Allez, c'est pour 13%. Parce qu'à partir de le ministère de Jospin, on est passé à la réussite massive. Faire arriver, c'était l'objectif de Jospin, 80% d'une génération au bac. Eh bien, on est à 91%. Donc, ce n'est pas... Le bac avant était très sélectif. Maintenant, le bac, il est massif. Donc, ça a changé de nature. Donc, c'est pour dire aux jeunes de ne pas tomber dans le piège des petites études courtes, de chercher à travailler parce que j'ai mon bac. Non, maintenant, il faut avoir un métier. Il faut avoir un métier, il faut avoir un savoir-faire, il faut envisager des études longues. Moi, tous mes enfants, je leur dis pas question qu'on cherche à travailler après le bac 1 an ou 2. Non, il faut qu'ils aient un niveau minimum d'ingénieur. Bon, c'est ce que je dis à mes enfants. Donc, c'est pour inciter nos enfants. L'hérédité, les gènes des parents, c'est quand même important pour les enfants. Non, et vous leur dites de faire, vos enfants, de faire les grandes études. Ah oui, non, d'aller le plus loin possible pour se faire, pour posséder un métier, un domaine où ils sont pointus. Moi, j'aurais pour la Martinique une Silicon Valley, avec 3300 bacheliers par an, 2500 partent en études supérieures en Europe. Donc, je souhaite que dans notre pays, on puisse monter une Silicon Valley, je ne sais pas moi. À moyen ou long terme, pour que l'on puisse faire des Silicon Valley, c'est un endroit aux États-Unis où il y a des savants, des gens très intelligents. Collection. Sélection. Je nomme monsieur le docteur Mpaye. Ah, le bac. Le bac, il y a longtemps. Non, monsieur Vaugirard a dit quelque chose de très juste. Le bac, ce n'est pas la fin d'études, c'est le début de quelque chose. Voilà, c'est ça. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de dire qu'il faut absolument que les enfants fassent de longues études. Un métier, pour avoir un métier. Alors, oui. C'est ça. C'est pour ça que pour moi, le bac professionnel, parce que dans les 91,8% que vous avez dit, c'est quand même 95% de gens qui ont le bac général, et 78 ou 76, je ne sais plus, qui ont le bac professionnel.
Non, il y a tous les moyens. De toute façon, à partir d'un bac professionnel, vous pouvez retrouver absolument. une équivalence dans les parties dans le général. Exactement. Je pense surtout que la notion de bac, il faut faire attention parce que, vous savez, dans les années 60-70, vous avez le bac, vous pouviez être... vous pouvez être enseignant tout de suite. Vous pouvez être enseignant tout de suite, à 18 ans ou 19 ans. Tout à fait. Maître d'école. Et qu'aujourd'hui, c'est bac plus 5 pour pouvoir faire la même chose. Oui. Oui. Bon, et ça n'a pas forcément donné les meilleurs résultats en termes d'écriture et de mathématiques. Hein, donc c'est pour juste avoir l'idée. Mais je pense surtout que la vraie problématique pour nous, pour le bac, c'est ce qu'on appelle Parcoursup. Parce que finalement, vous avez un bac, mais en réalité, celui qui sélectionne, ce n'est pas le bac, c'est Parcoursup. Parce que vous vous inscrivez, mais seulement vous n'avez droit à des filières qu'en fonction des notes que vous avez, finalement. Vous voyez? Donc du coup, le bac qui lui-même déjà est décomposé, parce qu'avant vous aviez un bac le même pour tous. Maintenant vous avez 40% de notes qui viennent de votre école et 60% qui sont de la compo écrite que vous avez. Ça veut dire qu'en réalité, suivant que votre professeur dans votre établissement, pour nous qui sommes un peu loin de la métropole, où on sait très bien que notre niveau, que ce soit en français ou en mathématiques, est un petit peu plus bas, on sait très bien que les notes que nous allons avoir par nos professeurs, je ne dis pas que c'est une généralité, mais vont dépendre du lycée dans lequel vous vous trouvez. Et c'est très important ce que je dis là. C'est-à-dire que vous avez deux types de notes. Les gens oublient ça. Vous avez deux types de notes. Vous avez des notes écrites. Le contrôle continu. Le qu'on appelle contrôle continu. Et vous avez les épreuves. Très bien. Or, si vous voulez entrer, par exemple, en fac de médecine, dans quelque fac que ce soit, vous êtes obligé de passer par Parcoursup. Et où les gens qui vous recrutent par Parcoursup vous recrutent avec des notes. Vous avez intérêt à ce que votre professeur en devoir continu vous donne des meilleures notes. C'est-à-dire qu'il l'augmente un petit peu pour que vous puissiez avoir des notes en continu qui soient un peu plus élevées, parce que sinon il y a des choses, des universités qui vous seront refusées. Ouais. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que Parcoursup est devenu quelque chose qui, à la limite, est le centre de tri. Alors qu'avant, le bac était le centre de tri, puisque tout le monde faisait le même bac. Et finalement, en fonction des résultats que vous aviez droit à aller quelque part. Là, finalement, c'est devenu, dans chaque école, que va se poser la question de savoir si on ne doit pas, finalement, mettre des notes un petit peu plus hautes pour que les élèves que nous avons dans nos classes puissent bénéficier de certaines inscriptions dans certaines spécialités de fac. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je ne suis pas d'accord. Hein. Ah, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est la réalité. Je ne suis pas d'accord. Non, oui, allez-y. Non, je ne pense pas que les profs qui assument le contrôle continu puissent avoir cette stratégie de surnoter des élèves pour leur permettre d'accéder à Parcoursup à des écoles les plus Mais je vais vous dire quelque chose. Si moi, je vais vous dire quelque chose. Si moi, je suis dans l'Académie de Martinique, que je suis enseignant, et que j'ai des élèves dans ma classe dans lesquels je pense qu'ils ont le potentiel pour faire des grandes études, je vais vous dire quelque chose, j'ai intérêt à upgrader un petit peu leurs notes pour qu'ils puissent avoir accès à ça, parce que ça se passe partout ailleurs. Nous avons des prépas maintenant ici. Nous avons des prépas. Non, mais oui, vous avez peut-être les prépas. Tant en médecine que dans d'autres matières. Alors, je vais vous donner... Monsieur Vaugirard, je vais vous donner autre chose. Je vais vous donner autre chose. Il y a, pendant que vous faites vos études, vous êtes en train de préparer votre bac, est-ce que vous savez qu'il y a des sélections qui se font dans certains cercles qui s'appellent par exemple les formations Voltaire, où on vous apprend particulièrement à bien écrire, à bien travailler, que nous n'avons pas ici. Attendez. Et qui vont être des choses qui vont compter pour un additif pour aller dans certaines spécialités. Et que beaucoup de parents chez nous ici ne savent pas. N'ont pas accès. Oui. Mais s'il y a la formation Voltaire ici. Non, mais ce que je veux dire. On fait passer un examen pour avoir une note globale sur le vocabulaire, la grammaire. Il y en a combien de parents qui savent ça? Il n'y a pas de prépa étoilée. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, dans ma génération, on a passé la formation Voltaire. Étoilée. Mes enfants n'ont pas passé, par exemple, Voltaire, ils ne savaient pas. Moi, je ne le savais pas. Oui, il y a prépa. Vous voyez ce que je veux dire? La prépa étoilée, il y en a. On a passé de la formation Voltaire, on était déjà en études supérieures. En tout cas, moi, je l'ai passé quand j'étais en 3e année. Mais je vous parle du bac, vous me parlez de 3e année. Je vous dis, les gens qui préparent le bac, dans leur évaluation qu'ils mettent pour pouvoir avoir les formations, ils mettent formation Voltaire. Ils sont en terminale. Ils ne sont pas en 3e année. Moi, je l'ai fait en même temps que le TOEIC.
la formation Voltaire. Mais vous étiez déjà en troisième année. Je vous parle de gens qui font le bac. Et dans lequel c'est sélectif pour aller dans certaines universités. Donc, vous voyez que, alors que nous ici, nous n'avons pas forcément... Bien sûr. Donc, vous voyez que quand on dit que quelque part, pour accéder dans certaines universités, il faut faciliter. Parcoursup, il faut quand même que nous réfléchissions, nous, dans notre académie, qui est déjà désavantagée par rapport à la formation que nous avons depuis le CP jusqu'en terminale, à se poser les questions de savoir comment est-ce qu'on fait pour élever le niveau pour que nos enfants, justement, quand ils arrivent là, n'aient pas ce genre de problème. Alors justement, j'adhère parfaitement à ce que le docteur Mpaye dit, parce que comme nous sommes loin, notre académie n'a pas en substance les mêmes avantages que certaines personnes qui sont dans d'autres régions. Je prends le cas des élèves qui viennent d'avoir le bac. Comme il a dit, je ne vais pas répéter, on est un petit peu désavantagé pour certaines sélections. Alors que certaines personnes sur la métropole, ils ont des cours complémentaires, ils sont même dans des lycées où ils ont accès à certaines prépas étoilées. Donc ils sont déjà dans la même lignée que les concours qu'ils vont préparer. Et quand on regarde les concours en fin d'année de prépa ici, il y a très peu de chances de Martiniquais qui accèdent aux grandes écoles. Cela est dû déjà à certains déficits de notes comment s'appelle le système là, le système de sélection là, j'ai oublié. Eh bien, si on n'a pas de notes conséquentes, si on n'a pas d'options supplémentaires, complémentaires, si on n'a pas des compléments Voltaire, on perd des coefficients que d'autres personnes dans d'autres régions ont et ça améliore les premières places de la sélection. Donc il faut que les Martiniquais tiennent compte de ça. Il faut que les parents soient déjà informés que tous les compléments de formation à côté, ça compte. Bien sûr. Ça s'ajoute. Donc il ne faut pas que ce soit focalisé uniquement dans la partie cours du lycée. Pourquoi qu'on va avoir les mêmes chances que les personnes de la métropole? Alors c'est vrai qu'il y a un autre inconvénient. Si on a trop de facilité d'amélioration de notes pendant la période de lycée, je ne dis pas, on risque d'aller vers un bac style chèque sans provision, un bac qui va manquer de substance. Et à ce moment-là, quand on se retrouve en première année, soit d'université, soit en prépa, soit dans les écoles supérieures, ingénieurs et autres, en direct, on risque de ne pas avoir la même vitesse que les autres étudiants. Et quand on n'a pas la même vitesse que les autres étudiants, la première année, eh bien, c'est chaotique. Il y a beaucoup d'abandon et à ce moment-là, les étudiants risquent de changer de section. Mais changer de section pour aller en a priori vers une section plus favorable, ce n'est pas forcément gagné. Parce que beaucoup d'étudiants, quand ils arrivent en première année, ils échouent. Ils échouent en droit, par exemple. Après, ils vont en sciences éco. Ils découvrent que c'est aussi dur. Après, ils passent en lettres ou l'inverse. Et la première année, souvent, c'est chaotique. Donc, le bon plan, c'est dès, disons, la petite classe, on élève le niveau avec des cours complémentaires et on arrive au bac avec un bon niveau. Une seconde. Est-ce qu'on peut rentrer à l'université simplement avec le bac? Oui. Oui. Bien sûr. Tous les discours dont vous avez parlé là concernent les grandes écoles. Oui, c'est ça. Ok. C'est ce que j'allais dire. Mais l'université, il y a sélection. Quand on a le bac, déjà, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je parle d'aujourd'hui, il y a quand même des écoles qui viennent en Martinique pour venir voir les bacheliers. C'est-à-dire qu'il y a des salons. Moi, j'ai rencontré des écoles. J'ai rencontré des écoles du Canada qui sont venues en Martinique faire la promotion de leur école. Donc, donner la chance à tout chacun. Oui, bah oui, il faut avoir l'argent, bien sûr. Oui, c'est ça le problème. Oui, bien sûr, mais quand vous voulez entrer dans les grandes écoles françaises, qui sont prises en charge en particulier par l'État, demandez combien est-ce qu'il y avait d'étudiants martiniquais qui se retrouvent dans les grandes écoles. Attendez, si je peux dire. Je n'ai même pas fait parler. Je vous en prie. Merci. Donc, j'ai tenté de dire que justement, il y a quand même je ne peux pas dire, surnoter, je trouve que ce n'est pas une bonne solution de surnoter les élèves. Parce que, comme a dit monsieur Charlotte, cela peut donner un diplôme au rabais. Ouais. Sachant qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont fait remarquer que quand les bacheliers arrivent en première année d'études supérieures,
ils sont médiocres. Il y en a beaucoup qui font énormément de fautes d'orthographe, qui ne savent pas s'exprimer, qui n'ont pas étudié la totalité du programme, donc ils sont obligés de refaire des cours de terminale alors qu'ils étaient déjà censés savoir ces notions-là. Donc du coup, moi je pense sincèrement qu'il faut peut-être même durcir le bac, moi je pense sincèrement. Et que c'est vraiment les personnes qui se sont démarquées qui pourront à ce moment faire de grandes études, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire de grandes études. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire de grandes études. On a démocratisé les grandes études comme si c'était toute la populace qui pouvait en faire. Tout à quoi? La populace. On a fait croire à tout le monde. D'employer ce genre de mots. On a fait croire à tout le monde qu'on pouvait tous être des génies, pas des génies, mais tous des, comment on appelle ça, des HPI. Des sachants. Des sachants, voilà. On a fait croire à tout le monde qu'on pouvait être des sachants. Sauf que la société aujourd'hui n'a pas besoin de sachants. On a besoin de personnes qui connaissent un métier. Ah bon? On a besoin de personnes qui savent. Par exemple, des plombiers, on a besoin. On a besoin. Le plombier qui résonne Juste une aussi. seconde. Et ça néccite le bac aussi. Hein. Attendez, juste Oui, une bien seconde. sûr, ça Attendez, nécessite le bac. vous dire, ce que vous n'avez pas dit, et c'est insupportable, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez passé le bac, il y avait 200 personnes qui réussissaient. Aujourd'hui, il est difficile d'échouer au bac. Il est difficile d'échouer que de réussir. Ça, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a 91,8% de gens qui réussissent, c'est un scandale. C'est-à-dire que l'éducation nationale n'aurait pas dû accepter ça. Il faut qu'on ait un bac qui corresponde à quelque chose, qui soit sélectif. Ce ne sont pas les écoles supérieures qui doivent faire le truc après, etc. On a un baccalauréat, on a fait un certain nombre d'études, on a le niveau. Parce que moi, chef d'entreprise, quand je reçois ici un gars, parce qu'il veut travailler, et que je lui demande qu'est-ce que vous avez comme diplôme, le bac, et que je me rends compte qu'il ne peut pas dire 3 mots en français, qu'il ne peut pas écrire sans faire 10 fautes d'orthographe chaque fois, etc. Les chefs d'entreprise, on a emmerdé avec ça. Parce que le bac, ça ne veut plus rien dire. Donc il faut que le bac retrouve ses lettres de noblesse. Et c'est pas parti pour ça. Deuxièmement, que toutes les notions de base soient bien mais il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour ça. Le temps a changé, monsieur. Le temps, écoutez, la compétence, c'est pas une question de temps qui change. La compétence, elle est constante. Nous sommes là. À partir de là, il faut que les universités n'aient pas de complexe. Vous avez fait une université, j'imagine. Oui. Moi aussi. J'ai aucun complexe par rapport aux gens qui ont fait des études dans des écoles sup, etc. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que si les universités se mettent au bon niveau, eh bien, reçoivent des bacheliers qui ont le niveau, se mettent elles-mêmes l'université au bon niveau, eh bien, ça donnera une génération complètement correcte, quoi. Mais tout, je répète, part du baccalauréat. Mais les universités françaises n'ont aucun complexe à avoir par rapport aux grandes écoles. Moi, j'y crois pas. Oui, je suis d'accord, mais, là... pour reparler de Parcoursup, il y a eu ce scandale qui a fait un peu résonner sur les réseaux sociaux. Une jeune bachelière, elle a rempli son dossier pour Parcoursup et en fait, à l'heure de mettre une lettre de motivation, etc. et son CV, elle a mis des recettes de gâteaux. Hein? Et en fait, j'ai lu ça. Voilà, elle a été acceptée dans plusieurs écoles alors qu'elle a mis des recettes de gâteaux. Donc ça veut dire qu'on ne lit même pas le CV, on ne cherche même pas la motivation de l'étudiant. En fait, tout est tracé en fait. Comme disait le docteur Mpaye, c'est vraiment les notes. C'est ce qui s'est passé. Ça dépend si elle a innové, si elle doit aller dans une école. C'est ce qui s'est passé. Elle a démontré que les personnes ne prenaient pas le temps de lire les candidatures. C'est déjà tracé, c'est les notes qui comptent. C'est pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est les notes qui comptent et c'est tout. C'est pas ce que ça veut dire. Quand vous allez dans les universités américaines, en réalité, c'est pas le bac qui compte. C'est ce que vous avez fait à côté. Yes. Est-ce que vous participez à la vie de la communauté? Contrairement au système français. Voilà, contrairement au système français. C'est autre chose. Mais ça, c'est autre chose. Non, mais c'est pas autre chose. Non, mais c'est pas autre chose. Je dis encore que le système dans lequel nous sommes en train d'aller, actuellement, c'est un système qui s'américanise en réalité. C'est ça la réalité. C'est que ce n'est pas le système français tel que nous l'avons connu. C'est un système qui est en train. Voilà, c'est un système qui est en train de s'américaniser. Et c'est pour ça. Alors la fille, elle a mis des recettes de gâteaux. Mais c'est pour ça, parce que ce n'était pas que des recettes de gâteaux. C'est parce qu'elle a dû faire un petit topo sur ce qu'elle faisait. Non. J'ai pas regardé ce qu'elle a fait. Elle raconte une histoire vraie. Pour montrer que les gens ne lisaient pas ce qu'on en voit. Elle a mis des recettes de gâteaux à la place de son curriculum vitae. D'accord. Et ça a marché. Elle a été retenue par plusieurs écoles, mais parce qu'elle avait de très bonnes notes à l'école. Ah oui. Donc du coup, elle disait qu'en fait,
on nous fait croire qu'il y a une présélection, qu'il faut faire un CV, qu'il faut faire une lettre de motivation, que la motivation compte énormément aussi, et que ça ne compte pas en fait. Mais si elle avait de très bonnes notes. Mais si elle a de très bonnes notes, Voilà. c'est normal qu'elle soit prise. Le logiciel, il s'est basé que sur ses notes. En Non, fait. mais si elle a de très bonnes notes. En priorité. Bon, maintenant, tout. imaginons qu'elle ait des notes. moyen. Non, mais la question, c'est imaginons qu'elle ait des notes moyennes. Est-ce qu'elle aurait été prise? Mais c'est ça que je suis surtout vous dire, monsieur Mpaye. C'est-à-dire qu'un élève moyen qui pensait gagner des points avec une lettre de motivation bien faite, montrer sa motivation, expliquer justement sa vie associative parce qu'elle est active dans la société, elle ne va pas autant réussir parce qu'on ne lit pas. Mais tu reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je disais bien tout à l'heure que ce qui compte, c'est les notes. Et que forcément, si vous avez des élèves que vous estimez être bons, mais que vous notez à leur juste valeur, et qu'à côté de vous, vous avez une académie qui ont les mêmes types d'élèves, mais sur lequel ils vont surnoter un petit peu parce qu'ils connaissent le système en se disant c'est les notes qui comptent, et bien ces élèves-là passeront avant les nôtres. C'est bien ce dont je parle. C'est bien ce dont je parle, c'est-à-dire que moi, je pense à performance égale. Ça, c'est pour les grandes écoles. Il faut changer. Oui, mais pas pour les Il faut changer Parcoursup. N'importe qui en France qui a son bac va à l'université. Oui. On n'a pas les grandes écoles, on va à l'université. Il faut changer Parcoursup. Oui, mais le chemin parce que ce sont des algorithmes en fait. Ce sont des algorithmes qui sélectionnent des élèves en fonction des notes, c'est tout. Non, mais monsieur, il faut changer Parcoursup. Mais monsieur Laouché, vous dites tous les élèves vont à l'université, vous savez bien que les universités sont classées chaque année. En plus, sont classés chaque année. Je préfère aller. Mais il y a un classement. Et que suivant l'endroit où vous avez fait votre université, vous avez des entreprises qui sont prêtes à vous accueillir à la sortie, alors qu'il y en a d'autres, universités publiques, ce n'est pas forcément des universités privées, qui sont prêtes à vous embaucher à la sortie, alors que les mêmes universités, si elles ne sont pas classées, vous allez pas avoir le même diplôme, vous ne serez pas forcément. Vous faites une caricature. Non, mais c'est vrai. Non, mais monsieur Laouché, c'est la réalité. Attends, vous avez été diplômé de l'université de la Creuse et celui était diplômé de l'université de Paris. Vous pensez qu'on va prendre quoi? Bien sûr. On va prendre Paris? C'est pas que je pense. Je pense qu'il y a des gens qui recrutent, qui sont des recruteurs professionnels, qui écoutent autant celui de la Creuse que de Paris. Contrairement à ce que vous pensez. Monsieur Laouché, j'ai fait mes études de médecine à Paris. Je peux vous dire que si j'allais me poser dans une demande d'emploi et que je mets diplômé de la faculté de Paris en tant que médecin, je peux vous dire qu'on va regarder mon dossier en regardant plus. Pourquoi? Parce que le niveau des étudiants à Paris, d'accord, est bien plus élevé dans les concours de première année qu'il l'est dans les autres universités. On va regarder plus, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder les autres. Non, mais on va peut-être regarder les autres, mais on va privilégier celui qui a fait les études. Bien sûr, on va vous convoquer. Il faut le dire. Mais le système est injuste. Le système est injuste, tout le monde le sait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut le dire, tout simplement. Bien sûr. Oui, mais on est en train d'entrer, comme il a dit, dans l'américanisation. Oui. Alors l'autre piège du baccalauréat facile, parce que, enfin pas facile, mais on a une présomption que dès lors que l'on s'inscrit en maternelle, on a déjà son bac qui vous attend. C'est pas évident. Bon, mais à partir de ça, maintenant, il y a un problème au niveau du baccalauréat. Oui. On ne considère pas forcément le baccalauréat, mais on considère peut-être plus la mention. Donc aujourd'hui, c'est la mention qui représente l'image du bachelier compétent, le bachelier à la hauteur. Et le bac sans mention est regardé avec un œil un peu condescendant. Donc il ne faut pas qu'on se trompe. Vous voulez que je vous rajoute dessus? Vous savez combien il y avait de mentions très bien au bac en 1995? Aucune. 1%. 1%. Vous savez combien c'est aujourd'hui? 14 à 16%. Et que 14 à 16% aujourd'hui ont des mentions très bien, alors qu'il y a 20 ans, ou 20 ou 30 ans, c'était 1%. Dites-moi, ils sont tous devenus plus intelligents que ceux qui étaient en 95 ou bien quelque part qui payent des cours. Non, mais peu importe. Je veux ce que je veux dire. Ce que je veux dire, quand vous avez 14 à 16% de gens qui finissent par avoir les mentions très bien, se pose la question de savoir qui on considère comme valable. Qui on considère comme pouvant avoir une mention de 14 à 16%. Parce que c'est de plus nombreux à avoir 14 à 16%. Ça veut dire que dedans, il n'y a pas seulement le travail que vous fournissez, surtout qu'aujourd'hui, les notes dans le contrôle continu comptent, se pose la question de savoir si vous n'êtes pas upgradé par certains professeurs, justement, pour pouvoir acquérir et pouvoir entrer dans certaines universités. C'est une vraie question qui se pose. On va avoir tous les détails. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des familles qui renforcent la formation des enfants. Mais écoutez, j'étais conseiller général. Monsieur Veugier, attends, laisse-moi juste terminer la phrase. Pour le brevet des collèges, par exemple.
le Gaumont avait un taux de réussite qui était trop faible. J'avais obtenu une subvention pour qu'on finance des enseignants pour faire des heures supplémentaires pour préparer les enfants au brevet du collège. Et on est passé de 50 à 75% de réussite. Absolument. Donc il y a des manières de renforcer la préparation des enfants. Par le bon sens, c'est-à-dire par le travail complémentaire. Mais oui, et ben aussi, c'est pas un, ce sont les parents. Mais ça les parents payent. C'est des cours particuliers. Mais oui, c'est les cours particuliers des parents. Oui. Des fois, c'est injuste. Hein. Ce sont des parents qui souvent ont déjà les moyens. Aisés qui ont les moyens. Qui ont déjà les moyens. Qui arrivent à relever le niveau de leur enfant coq. Oui, on va changer. Oui, moi je voulais juste rappeler que même si que nous avons un diplôme, c'est important aussi de se cultiver à côté. Voilà. Parce qu'on a tendance à penser qu'à l'école, on nous apprend tout. Et puis c'est quand on est vraiment un pied dans la vraie vie, la vraie société, qu'on se rend compte qu'au final, l'école, c'est qu'une base et que c'est important de se documenter, d'être curieux et de se Il y a deux sortes de visions. Il y a par exemple l'école comme en Allemagne. On va apprendre l'apprentissage très tôt. Dès l'âge de 14 ans, 13 ans, on est déjà dans un circuit d'apprentissage. Ça, c'est une façon. La France, c'est autre chose. On va se spécialiser beaucoup plus tard. Ouais. Parce que dans l'éducation en France, on vous ouvre les canaux de l'intelligence. Et quand la culture... La preuve, c'est qu'eux, ils ont 3%. La culture générale. C'est ça, eux, ils ont 3% de chômage et nous, nous en avons 10. Les canaux de l'intelligence. Ah oui. Et c'est important, parce que vous avez par exemple quelqu'un qui travaille dans les assurances. Elle travaille dans les assurances depuis 20 ans et 30 ans. Elle ne connaît pas encore les assurances. Elle gagne 2500 € par mois, elle est là. Arrive un polytechnicien qui, lui, ne connaît rien dans les assurances. Eh bien, il va immédiatement devenir le chef de cette femme. Il va gagner 4 fois plus d'argent, mais il aura une façon de faire évoluer le truc qui fait que finalement, il mérite la place qu'il a et l'argent qu'il a. Parce qu'on lui a ouvert les canaux de l'intelligence. Monsieur, là, me dire que les Allemands sont moins intelligents que les Français. C'est ça le malheur. C'est ce que tu as de me dire, que les Allemands sont moins intelligents que les Français. C'est pas une question d'intelligence. C'est ça le malheur. Ce sont deux systèmes différents. Il y a un système pour lequel vous avez 3% de chômage et l'autre système, vous en avez 8 à 10. On se pose la question de savoir lequel des deux systèmes est le mieux. Un, vous avez formé des polytechniciens qui ont pris vos industries, qui les ont déportés ailleurs. L'autre système, ils n'ont peut-être pas eu les gens intelligents, mais ils les ont gardés chez eux et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à développer leur pays pendant que vous ramez pour chercher 40 milliards. Voilà, c'est un peu la différence entre les deux systèmes. Donc les canaux d'intelligence, là, je ne sais pas qui est le plus intelligent des deux. Non. Mais chaque système a inconvénients, avantages et inconvénients. Il faut chercher les avantages et les inconvénients. En tout état de cause. Je ne suis pas du tout impressionné par le système allemand. Le système français paye le nombre de temps de travail, paye les diplômes, paye la bonne mémoire. Ceux qui ont une mémoire de cheval en France, qui apprennent beaucoup de choses, ils sont bien payés. Aux États-Unis, ce sont ceux qui prennent de l'initiative, ceux qui sont créatifs. Ce sont des systèmes différents. Oui, mais le système français, aujourd'hui, il arrive à saturation. Ceux qui ont bonne mémoire, qui touchaient de beaux salaires, c'est fini, parce qu'ils savent rien faire. On va changer de sujet parce que M. José Charlotte veut qu'on parle des femmes et notamment de leurs fesses. Ah non, surtout pas. Surtout pas. C'est pas ça, on n'a pas décidé ça, c'est pas ça? C'est ce qu'il a décidé, oui. Alors, je connais rien de ça. Vous faites lâcher l'arrière. Ah, je connais rien sur ce programme-là. Qu'est-ce que vous voulez en dire, jeune homme? Moi, je veux en dire le Fassantille, vous n'avez pas le Fassantille là, qui dit que les femmes... Alors, mais c'est une compétition pour avoir le plus beau fessier possible. Non, pour attirer les regards les plus libidineux. Donc les femmes... Non, c'est un marché de la chirurgie esthétique. Mais c'est un marché complètement puéril. Un marché fou de la chirurgie esthétique. Puéril. Qu'est-ce qui est puéril? C'est cette manière de voir, cette manière de concevoir la vie, c'est-à-dire faire en sorte qu'on attire plus que d'autres les regards libidineux. Alors, je trouve ça puéril. Alors, ce que M. Vaugirard essaie de dire, en fait... Excusez-moi, si vous regardez une femme, c'est que vous avez un regard libidineux. Mais non, c'est-à-dire qu'elle souhaite que j'ai un regard libidineux. Mais vous ne l'avez jamais, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de faire des confidences sur mon nom, c'est là. L'effet de miroir. Je vous affaire tout seul. Lâchez le miroir. Je vous prête un miroir si vous voulez. Allons-y, jeune dame. En fait, M. Vaugirard voulait parler du BBL. En fait, c'est une technique chirurgicale qui permet justement l'augmentation du fessier. Et cette pratique est beaucoup
répandu en Europe. Et maintenant, sur notre petite île, nous avons des personnes, des femmes, qui décident de sauter le pas et de faire une chirurgie BBL. Elles vont à Saint-Domingue pour faire cette chirurgie, pas loin de chez nous. Et en fait, on se pose la question, comment la femme se voit dans la société? Et les femmes, en fait, elles, comme disait M. Vaugirard, que c'est une compétition du plus beau physique. C'est-à-dire qu'avec les critères à l'américaine comme Kim Kardashian, qui est une femme pulpeuse, avec des mensurations disproportionnées, puisque c'est pas naturel, on ne peut pas avoir un gros fessier, une petite taille de guêpe, c'est pas possible. Et pourtant, à cause des réseaux sociaux, voilà, beaucoup de femmes décident de voir leur corps déformé, donc on appelle ça la dysmorphologie. Elles voient leur corps déformé à cause des critères sous les réseaux sociaux qui les poussent ensuite à aller faire des chirurgies quelconques. Je tiens à préciser que les chirurgies dans des pays comme Saint-Domingue, la Turquie, le Brésil, la Croatie, ce sont des chirurgies peu coûteuses, donc tout le monde peut avoir accès à ces chirurgies, mais il faut faire très attention parce qu'il y a eu pas mal de scandales, il y a eu pas mal de femmes qui sont ensuite eu des infections. Alors j'ai lu un article qui disait justement que la chirurgie des fesses, voilà, du fessier, était la plus mortelle, donc parce qu'il y a eu beaucoup d'infections, etc. Donc je pense qu'il faut s'assumer tel que nous sommes, il faut rester au naturel, je pense que c'est important de rappeler ça. Toutes les femmes sont belles, toutes les formes sont belles dans la nature, donc il faut respecter cela. Le docteur n'est pas d'accord avec ça. Hein. Toutes les formes ne sont pas belles. Il y a des formes que vous préférez. Chacun parle pour soi. Non, parlez pour vous. Chacun parle pour soi. D'abord, je ne vais surtout pas m'ériger en juge du corps d'autrui. Yes. Après tout, chacun a le droit de faire de son corps ce qu'il veut. Pour mes yeux, en tout cas, c'est agréable. Donc, si elles le font, j'espère qu'elles le font pour que mes yeux... Après tout, on m'a donné des yeux pour voir. Après, on m'a donné des yeux pour voir. Vaut mieux que je vois des choses agréables plutôt que je vois des choses qui ne le sont pas. Je dirais... je dirais ensuite que, écoutez, nous n'avions pas besoin forcément de ces BBL pour les trouver bien agréables. Mais si éventuellement certaines veulent les renforcer, bien mal leur en prend. Nous, on n'est que preneurs. D'accord, en tout cas pour mes yeux, je ne vois pas en quoi je réchignerais à regarder. Mais il y a le risque d'avoir la vue basse, hein, docteur. Ah oui, mais ça c'est tant que mes lunettes ne tombent pas pendant que j'ai le regard qui s'épanche. Son visage. Non, pour être sérieux, je pense que c'est une époque, hein, vous savez, c'est un peu comme tout. Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, je plains surtout celles qui sont... Parce qu'il y en a qui le font et ça reste. C'est-à-dire qu'elles ont déjà une courbure qui est assez prononcée et qui vont essayer de renforcer cette courbure. Et puis, dans ces cas-là, ça tient. Et puis, il y en a qui n'ont pas de courbure, mais qui vont essayer de la renforcer. Dans ces cas-là, vous êtes obligé, en fait, d'entretenir finalement cela. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est l'époque d'aujourd'hui. S'il y en a qui pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'elles le fassent. Hein. Moi, je ne vois pas en quoi je viendrais... comme elle a dit, le risque est forcément les infections que cela peut causer. Donc, il faut vraiment prendre en compte cette notion d'infection qui peuvent être très graves, hein, j'insiste, hein, parce que on peut avoir des déformations, des nécroses très importantes des muscles de la fesse et qui malheureusement ne reviennent pas à leur état d'origine, hein, parfois, hein, avec des traitements qui sont assez invasifs. Donc je tiens quand même à informer les gens qu'il n'est pas bon quand même d'aller faire ça sur un coup de tête, mais de bien réfléchir, d'aller visiter les centres où c'est fait, d'accord, en espérant que l'hygiène y est le plus recommandé. Mais ce que j'ai vu quand même pour certaines qui le font dans les pays voisins, c'est qu'elles font l'opération forcément, par exemple à la Dominique ou ailleurs, et viennent sur la Martinique pour la suite de soins. Donc elles vont marcher avec des tuyaux de drainage, prendre l'avion avec des tuyaux de drainage. Moi j'ai vu ça, hein.
des tuyaux de drainage, prendre l'avion de la Dominique et puis arriver en Martinique et avoir le soin qui se poursuit. Le problème, c'est quand ça se dégrade, forcément, vous allez à la MENA et puis forcément, personne n'est content de voir arriver ça sur nos tapis d'une chirurgie dont on n'est pas forcément responsable. Donc, je les incite quand même à faire attention avant d'aller pratiquer ailleurs que dans nos territoires ce genre d'intervention qui est quand même risqué. Est-ce que ces interventions se pratiquent en Martinique? Alors, ce qui se pratique en Martinique, c'est pas forcément du confort. Il y a ce qu'on va d'ailleurs, par exemple, remettre de la graisse dans les fesses, etc. Ça se fait, mais pas forcément de façon officielle, si vous voulez. Hein? Voilà. De santé, quoi. Voilà, vous avez des médecins généralistes qui le font, qui n'ont pas forcément passé le diplôme et qui le font. Hein, ça, j'en connais quelques-uns. Vous avez des spécialistes qui le font parce qu'ils ont suivi des études dans lesquelles on permet de les faire. On va faire les lèvres, on va essayer de diminuer un peu la graisse abdominale, mais de là à renforcer les fesses, je ne sais pas si ça se fait forcément à la Martinique. En tout cas, je n'en ai pas. Mais si ça se fait, de toute façon, ça reste un risque. Hein, parce que n'oubliez pas que même en Martinique, on peut avoir des infections quand même qui se passent après l'opération, comme toute opération d'ailleurs. Hein. Joseph? Oui, alors moi, je n'ai pas la même vision que vous, sur ce que vous venez de développer. Moi, je pense que si certaines femmes font ça, c'est qu'en quelque part, elles répondent à un besoin, à une souffrance. Je pense que peut-être pour attirer plus de regards, pour augmenter leurs chances, peut-être qu'elles ont passé une période longue, difficile, et elles n'ont pas pu avoir un homme où elles veulent augmenter leurs chances. Donc, à mon avis, au pire des cas, elles se disent, bon, mais c'est peut-être à cause de ça, à cause de mon corps qui ne soit pas ceci, cela. Donc, elles prennent le risque. Moi, à mon avis, je ne vais pas jusqu'à dire que la loi, c'est l'expression de la volonté générale, mais si les femmes font ça, c'est qu'en face, il y a un regard d'homme. À cause de nous, hommes, nous avons une vision ou une demande. Pourquoi vous dites à cause et pas grave? À cause et à contrario. Je préfère à cause. Oui, parce que si ça vient d'une souffrance, c'est pas grâce. C'est pas grâce. C'est pas grave. C'est à cause. Voilà, c'est ça. Oui, parce que peut-être qu'elles n'ont pas eu de chance de trouver mariage, trouver un homme. Elles se donnent des motifs et des excuses. Elles se disent, bof, c'est peut-être à cause de ça ou ceci, cela. Non, elles ont des complexes. Tout simplement. Oui, mais des souffrances quand même. Ah. Donc, pour solutionner le problème, selon elles estiment qu'il faut faire ça. Donc, si elles font ça, je réitère mes propos, c'est parce qu'il y a, entre guillemets, un marché. C'est parce qu'il y a une demande d'hommes qui pousse les personnes à répondre à ce besoin. Et que je la pousse. Ce qu'il dit là est extrêmement important. Une demande d'hommes. Je veux dire que pendant longtemps, la mode pour les femmes était des femmes un peu grasses, un peu grassouillettes. Où ça? Quelle mode? Ah non, où ça? Avant, oui. Quelle mode? Laissez-moi parler. Oui, au 6e siècle. Lorsque vous regardez à la Renaissance... À la Renaissance, ah oui. Tu n'étais pas là, je n'étais pas dedans. Laissez-moi parler. Oui, pardon, excusez-moi. Je pensais que c'était aujourd'hui même, j'allais vous dire. Bon, vas-y, allez-y. Ah, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, la demande de femmes grasses? En fait, ce que je veux dire, c'est que non, c'était le critère. C'était le critère. Parce que lorsque les peintres vont choisir quelqu'un à peindre, ils vont choisir la belle femme. Et donc, on voit que c'était des femmes un petit peu larges. Bon, un petit peu larges. Et puis après, les magazines sont arrivés avec les filiformes. Et après les magazines, il y a eu la révolution industrielle. Et donc, on a commencé à vouloir faire des costumes industriellement. Préapportés. Et donc, on a fabriqué des costumes qui allaient avec les femmes qui correspondaient à ce moment-là et à ce pays-là. C'est-à-dire qu'une Europe où les femmes n'ont pas, il faut le dire, un fessier très développé. Et donc, le critère même de la jolie femme, c'était un peu Cindy, quoi. C'est-à-dire une femme qui est bien faite, qui n'a pas de forme machin partout. Enfin, vous êtes contente que j'ai dit ça? Non, parce que... Machin partout, ça veut dire quoi? Quand c'était le prêt-à-porter, avec Coco Chanel, les femmes, elles étaient filiformes. Il n'y avait ni devant ni derrière. Donc, je suis pas très contente de ce... Alors, c'est pas un compliment qu'on vous avait donné. Okay. Donc, pour moi elles avaient quand même une forme. Une forme occidentale. C'est-à-dire des fesses et tout, mais pas très développées, comme il faut, dans l'optique des Occidentaux. C'était ça, la jolie femme. Et quand on regarde les femmes qui vont dans les défilés, le modèle, c'était une femme comme ça.
Et puis nos femmes se sont dit, eh ben non, nous, on n'est pas faites comme ça. Et en réalité, ce que font les femmes en augmentant leur fessier, elles augmentent ce qui existe déjà. C'est-à-dire que nous sommes faits, nous les nègres, nous les afro-descendants, de telle façon que nous avons des formes plus rebondies que les femmes occidentales. C'est comme ça. Comment? Vénus Hottentote. Oui, Vénus Hottentote étant l'exagération. Et donc, nous sommes comme ça. Et ce que font les femmes aujourd'hui, eh c'est qu'elles accentuent ça. Et c'est une manière de révolution. Je veux dire, pendant des siècles, on nous a considérés comme... avec la malbouffe aussi, monsieur Laouchi. Avec la malbouffe oui, aussi. Mais elles s'en foutent. Ah non, elles s'en foutent pas. Elles subissent la... Non. Quand elles grossissent, elles s'en foutent. Et là, j'en viens à ce que dit monsieur Charlotte. Oui? Moi, je suis... Écoutez, tous les matins, à 7h du matin, parfois, je passe au Théâtre Saint-Ville pour venir à mon bureau. Et donc, je vois les prostituées qui sont au Théâtre Saint-Ville, qui sont exactement à côté de... Vous commencez tôt, monsieur Laouché. Hein, oui, je commence tôt. Je commence à travailler tôt. Et donc, il y a des femmes... Ils parlent bien espagnol. Je suis jamais allé. Et donc, je vois ces femmes qui sont assises. Et elles sont grosses, quoi. Ouais, il y en a une qui se met sur une chaise, face à la rue. Elle a les jambes écartées. Elle a une jupe extrêmement courte. Et elle est super grosse. Elle a les jambes écartées face à la... Et quand on passe, forcément, on jette un coup d'œil, on ne peut pas ne pas la louper. Et là, on ne voit rien d'autre que ses cuisses celluliteuses. C'est-à-dire, les cuisses sont tellement celluliteuses que vous ne pouvez, si elle avait une culotte, vous n'en savez rien. Et elle attire les hommes comme ça. Et je me dis, mais si elle est comme ça et qu'elle fait ça, c'est qu'il y a des hommes que ça intéresse, etc. Et donc, ce qu'il dit là est très juste. Si les femmes se font refaire le fils et tout ça, c'est parce qu'il y a une demande qui émane des hommes. Mais moi, je pense sincèrement... D'animalité, alors. Je suis frappé de ça. Non, mais moi, je dis, il faut pas mettre sa santé en jeu pour plaire au regard de l'homme. À quoi vous êtes comme bonne santé si vous ne plaisez aucun homme? Là, nous sommes dans la morale. Oui, je suis dans la morale. Parce que quand on met des implants dans ses fesses et puis qu'après, ils explosent, et puis que tu es... Ça, c'est un accident. Voilà. Ben, cet accident, malheureusement, ça se produit assez régulièrement. Par exemple, pour les prothèses mammaires, il y a eu pas mal de prothèses mammaires défectueuses et beaucoup de femmes ont dû les retirer et ont dû se remettre encore d'autres prothèses. Donc, on découpe la peau à nouveau, on remet. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas être juge. C'est la marche du siècle. Dans le passé, la référence, c'était des femmes un peu assez rondes. Quelques années après, je dirais pas mal d'années après, la référence, c'était les femmes porte-manteau. Non, mais... C'était le prêt-à-porter national européen, c'était les porte-manteaux. Donc beaucoup de femmes ne mangeaient pas, devenaient maigres, devenaient très très maigres pour coller à l'image des magazines et des grands couturiers. Et puis le siècle avance et maintenant on a une tendance du contraire où les gens recherchent des personnes rondes et le marché de la chirurgie esthétique du gonflement des fessiers prend son essor. On a déjà une morphologie pulpeuse, on a déjà des courbes. Moi je dis qu'on peut faire du sport parce que le sport permet aussi de sculpter le corps. Voilà. Donc je pense que alors c'est important parce que moi il y a des enfants qui regardent l'émission. Voilà, il y a des enfants aussi qui regardent l'émission. Et c'est important de dire aux enfants que les femmes sont belles au naturel. Elles n'ont pas besoin... Non, il y a un tas de femmes qui ne sont pas belles au naturel. On n'a pas besoin de mettre des implants. Il y a un tas de femmes qui ne sont pas belles au naturel. Arrêtez de dire n'importe quoi, monsieur Laouchi. C'est pour ça que vous vous maquillez sans arrêt, d'ailleurs. Je suis maquillée, moi. Non, pas vous, les femmes. Arrêtez de dire n'importe quoi, monsieur Laouchi. Les femmes sont belles au naturel et c'est important d'inculquer ça aux enfants pour pas qu'ils grandissent avec des complexes. Moi, j'ai juste une question. Alors c'est seulement les femmes qui ont ce problème-là. Les hommes n'en ont pas. Voilà, exactement. Les hommes n'en ont pas. Les hommes mettent des implants fessiers. Physique, voilà, les muscles. Exactement. Libidineux. Tout à fait. Des dames. Vous avez jamais vu un homme aller se refaire faire les fesses. Il y en a. Ah bon? Et qui mettent des pectoraux. Il y en a qui mettent des implants. Bien sûr, il y en a qui mettent des implants. Attends, vous mettez ça, je dis les fesses. Il y en a sans doute qui doivent le faire. Oui. Il y en a sans doute qui doivent le faire. Il y en a qui mettent des implants
au niveau des pectoraux C'est pour assez avoir... rare, c'est assez rare. Ça, Bien c'est- sûr, non, mais ce que c'est je veux sûr, dire, hein. moi je ne suis pas là, je ne voudrais pas qu'on porte des jugements sur les gens. Moi, j'insiste pour Mais il faut dire... comprendre. On ne porte pas de jugement. Chacun dans sa vie, comme je dis encore, fait ce qu'il veut de son corps. Si la personne veut avoir des fesses un peu plus prononcées, en quoi est-ce que je vais être juge de Non, mais fait- la discussion, c'est pourquoi. Mais elles le font parce qu'elles en ont envie, parce que c'est ça Pourquoi leur plaît. elles en ont envie? Et il y en a qui mettent des piercings là, sur la langue, sur le pied, partout. On ne vient pas leur dire pourquoi est-ce que vous mettez le piercing, c'est le choix de la personne. Si la personne a décidé qu'elle va avoir des fesses un peu plus prononcées, c'est son choix aussi. c'est Heureusement que toutes les femmes martiniquaises ne vont pas se refaire les fesses à Saint-Domingue, parce que sinon on aurait des problèmes. Donc je pense que c'est quelque chose qui existe, mais quelque chose qui est marginal pour moi, parce que ce n'est pas toutes les dames qui vont dans ces endroits pour le faire, d'abord, mais que le phénomène existe, effectivement, de personnes, parce que vont arriver la Mercury bientôt, c'est pour ça qu'on en parle, parce que vont arriver un certain nombre d'événements. N'oubliez pas que nous sommes quand même un pays de plages, de belles plages, où il y a des événements qui arrivent, où les gens sont pratiquement nus à chaque événement, à chaque fois qu'il y a ces événements-là qui se produisent, et que c'est l'occasion de montrer le produit, Les atouts. les atouts que nous avons, même si ce n'est pas forcément pour les partager. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas Non, forcément... c'est pour gagner la compétition. Oui, c'est pour gagner la compétition, mais qui n'est pas de partager forcément ses atouts avec quelqu'un. C'est simplement pour son ça. plaisir personnel qu'on le fait. Oui, mais quand même pour plaire. Oui, Mais mais oui, mais pas c'est forcément. Ah, c'est pas pas forcément pour que quelqu'un vienne vous chercher, c'est simplement pour dire je suis belle. C'est pourquoi et les que arbustes c'est- voilà. monter au plus haut. Mais l'Argus doit monter pourquoi, monsieur? Pour capturer un homme riche. Pour capturer un homme riche. Pour capturer, pour Non, pas capturer un forcément, homme ou pas? pourquoi? On est d'autant plus Vous êtes naïf, accessible. Non, c'est pas forcément Les pour femmes ne capturer sont pas des hommes belles, riches. c'est pas- Non, moi je suis navré. C'est pas question de riche, c'est pour mais c'est pour capturer- attirer le regard des Mais hommes. attirer le regard des hommes ne veut pas dire meilleur qu'on homme. attire forcément les hommes. Je peux vouloir attirer le regard des gens sans forcément attendre que les gens viennent me dire ou m'emmener quelque part. Je crois qu'il faut distinguer les deux. D'accord? Il y a je veux attirer le regard Exactement. et il y a je veux avec tous les hommes qui vont me dire bonjour dans la rue. C'est deux choses différentes. Non, non, tu ne vas pas dire qu'elle va avec, mais c'est Alors, pour si attirer le j'attire, regard ça veut des dire que hommes. je Non, mais quand vous, Et donc, quand vous en après, parlez, on a l'impression... elles auront davantage le choix. Le choix. Il y a beaucoup qui viennent Oui. là, elles vont choisir Non, mais après. vous savez qu'il y a des fois des gens, des dames qui le font alors qu'elles ont des compagnons et qu'il n'y a pas forcément de choix à faire. Hein, donc c'est pas forcément Non, mais une bon, histoire. il y a C'est pas toujours forcément des une histoire. il y a toujours des exceptions. D'aller chercher des hommes. Quand les femmes se font belles, c'est pour les hommes. Elles ont beau dire c'est pour moi-même. C'est et pour tout ça, répondre à un c'est besoin, pas vrai. à un marché. C'est quelque part, c'est pour plaire aux hommes. Et un marché. Et c'est tant mieux. Alors, c'est pour ben. plaire. Oui, pour plaire aux hommes. Pour plaire tout court. Augmenter leurs chances. Et Pour pour- augmenter leur... Non, je suis capturé. Non. Leur sex appeal. Non, je ne suis pas d'accord. Elle commence par se plaire à elle-même. Ouais, exactement. Il faut commencer par là. C'est Elle commence à se plaire à elle-même Exactement. avant que les autres leur disent qu'elles sont plaisantes. Ah, il faut le vocabulaire aussi. Il y a Là, vous Lui, dites, on va les lui, sortir. c'est que ça pire. sexy sapine. Alors, il y a le côté. C'est une notion économique. Hein. C'est pas parce qu'on est sur le plateau qu'on doit se mentir à nous-mêmes. Quand les femmes font ça, il y a toujours un intérêt derrière. Non. Voilà, Jamais ça, c'est Non, moi je suis d'accord que le docteur aime pas. Il y a aussi la Oui. confiance en soi. Il y a Non. peut-être Du des femmes. Vous bénévolat, savez, il y a oui. des femmes, elles portent C'est des du talons bénévolat. et elles se disent, quand elles portent des talons, elles ont confiance en elles. Vous voyez? Oui, parce que ça les rend plus belles. Pourquoi les femmes pour des talons, en fait? Parce que C'est pour pour être tomber. élancé, Oui, pour. mettre plus en évidence leur fessier aussi, ça. Mais Oui. non, ça, tout comment ça fait remonter le fessier? Vous êtes spécialiste? Oui, oui, spécialiste. Visiblement. Visiblement. Oui, Tous les hommes sont des spécialistes. Il y a pas oui de la souci. beauté pour bénévolat, oui. On a vu ça. Hein. Bon, mesdames, Bien. vous êtes belles comme vous êtes. très bien. Aimez-vous à comme 5 vous 000 êtes. euros de chirurgie esthétique. Très bien, c'est dit. Mesdames, continuez à essayer au maximum de vous faire belles pour plaire aux hommes. C'est extrêmement important. Ça vous va? Ça vous Non, ennuie, non. ça? Non, il y a une différence entre belle et jolie. Ah, Oui, c'est vrai, c'est évident. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Soyez du tout. belle, pas forcément jolie. On vaut Oula. mieux être belle que jolie, ouais. N'est-ce pas, c'est dit. Moi, je C'est sais dit, pas elle est ce que belle ou j'ai jolie? entendu. Ça, elle est belle. Merci. Elle est belle. Merci beaucoup. Au naturel. Tu aurais préféré être jolie ou belle? Il a déjà répondu. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré? Je suis belle. Et Hein, une d'accord. belle fleur, vous voyez, naturelle. Vous voyez, les abeilles tournent tout seules près des fleurs naturelles, pas devant les fleurs en plastique. Attends, vous aimez attirer les abeilles, pas les hommes. Plutôt les abeilles. Bon. Et On va peut changer de pas sujet. monsieur Ouais, Larcher. on va changer de sujet parce que. Alors, changer de Ouais, sujet, je monsieur ne ferai Larcher, pas de parce que- commentaires. no comment. Parce que vous allez vous embourber là. Voilà, c'est ça, vous allez vous Ça a embourber. déjà commencé. Vous avez dit qu'il y a une belle fleur qui attire les abeilles. Je dis, non,
C'est une métaphore. Il faudrait prendre rendez-vous avec son mari ou son copain. Comme ça, le sujet sera réglé. C'est une métaphore. C'est une métaphore. De quoi vous voulez parler maintenant? La famille? Quelqu'un Oui, veut parler de la c'est moi famille? qui voulais parler de la mutation de la famille. Alors c'est vrai que depuis une cinquantaine d'années, nous avons vu clairement que la famille traditionnelle tend pas disparaître, mais tend à changer beaucoup, on va dire. Avant, c'était un papa, une maman et les enfants. Voilà, c'était ça, une famille. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, la famille, elle est diverse. Donc, on peut retrouver 2 papas, 2 mamans qui s'occupent d'enfants. On peut retrouver un système de coparental. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs parents qui s'occupent d'enfants. On peut retrouver également des familles monoparentales qui sont devenues assez nombreuses maintenant. 54%. Voilà, 54% quand même. 54%. En Martinique. Il y a aussi le phénomène des femmes célibataires qui ont l'âge de procréer mais qui n'ont pas de partenaire et décident de faire un parcours PMA, un parcours PMA. Et donc du coup, ça change à nouveau le visage de la famille. Donc voilà, j'aurais bien aimé parler de ces différentes mutations au cours de ces cinquantaine d'années passées. Et j'aurais aimé savoir si cette mutation de la famille a modifié le regard de la société, parce que c'est ça. On parle beaucoup de violence, alors est-ce que c'est une conséquence avec cette modification significative de la famille? Donc j'aurais bien aimé qu'on puisse débattre un peu sur ce sujet. José Charlotte, vous avez un regard sur ça? Alors, je n'ai pas de regard sur ça. Cependant, il convient de noter que c'est vrai, il y a une transition, ce n'est pas une transition écologique, mais il y a une transition familiale depuis effectivement une cinquantaine d'années, où le modèle de référence, certainement avec le poids religieux, le poids de la religion, c'était papa, maman avec les enfants dans une cellule familiale. Bon, avec un peu entre guillemets, la libéralisation, le travail, les revenus indépendants des femmes, c'est vrai, beaucoup de femmes estiment que ce n'est plus la peine de s'enfermer dans une famille cellulaire et qu'elles peuvent avoir leurs enfants à leur charge, sans homme, où elles peuvent faire des enfants librement avec les hommes qu'elles veulent et sans être obligées de faire tous ces enfants avec le même homme. Bon, bien entendu, c'est un signe évident de liberté. Et il y a de liberté, pas sans conséquence, je n'ai pas dit de liberté, et d'aisance. Parce que cela entraîne un certain nombre de difficultés, de responsabilités. Ça augmente la charge de travail de la personne monoparentale qui doit assumer le suivi, la surveillance et l'éducation des enfants. Bien entendu, avec le poids financier, le mono-revenu qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai que de plus en plus de femmes sont très étendues sur leur liberté d'accéder, de mener leur vie comme elles veulent, avec son corollaire de femmes qui vont jusqu'à dire « je n'ai pas besoin d'un homme pour faire des enfants », avec la programmation médicalement assistée. Procréation médicalement assistée. Je n'ai besoin qu'acheter une paire de cellules, d'ovules, et puis de spermatozoïdes. Et puis je tombe enceinte par la procédure médicale et que je fais un enfant. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a quand même quelques inconvénients pour les années à venir, parce que cet enfant va se retrouver en mode singulier, sera différent des autres enfants qui vont peut-être dire tous les jours dans leur milieu scolaire « mon père, ma mère », même si le père n'habite pas dans le foyer familial, mais cet enfant va entendre les autres dire mon père est passé, mon père a fait ci. Et lui, il va à ce moment-là poser la question à sa mère, mais maman, où est papa? Pourquoi tu ne m'as pas donné un papa? Et à ce moment-là, peut-être que d'autres questions sociologiques vont se poser. Jusqu'au moment où ceux qui paraîtront anormaux seront ceux qui auront un papa et une maman. Voilà. Ceux qui paraîtront anormaux. Ils vont paraître anormaux quand la balance va s'inverser. Ah ouais. Docteur Paye, vous avez une réflexion sur ça? Sur la famille telle qu'elle est vécue à la Martinique aujourd'hui? Mais le changement. Telle qu'elle évolue. Telle qu'elle évolue. C'est mondialement. C'est mondial, oui. Je pense que européen. la famille telle qu'elle évolue en France, en général, elle évolue d'abord parce que, les femmes françaises, et en particulier les femmes martiniquaises,
vont de plus en plus à l'école. À partir du moment où vous faites de plus en plus d'études longues, pour certaines, je ne veux pas parler de ceux qui n'ont pas, bon, on va dire... À partir du moment où vous avez des études de plus en plus longues, d'abord, il est difficile d'avoir des enfants et d'avoir une baisse très importante de la natalité. À partir du moment où vous faites des études longues, vous avez besoin, à la fin, d'avoir un travail. Et quand vous avez un travail, la problématique qui se pose, c'est de pouvoir le garder. Donc, faire des enfants devient un problème. Donc, forcément, ça change la structuration de la famille. C'est-à-dire que là où vous pourriez être marié à 22 ans et commencer à faire des gamins, parce que vous avez trouvé un compagnon, si plus vous faites des études longues, plus difficile va être pour vous d'avoir une vie de couple telle que prédite ou telle que voulue par ce qui s'est passé depuis les années 60. Donc, encore plus chez nous, où nous avons des problématiques liées à notre passé esclavagiste, hein, on peut dire ça comme ça, esclavage, hein, où effectivement nous avons eu des femmes qui finalement avaient un rôle qui était beaucoup plus crucial pour la famille, c'est-à-dire qu'on appelle des potomitans, vous avez appelé ça ici, où vous aviez vraiment une femme qui était tout puissante et qui finalement a donné parfois des dames qui n'avaient pas forcément besoin d'avoir des partenaires pour pouvoir faire vivre leur famille. Et donc je pense que cette notion de femmes jock, c'est-à-dire qui sont capables de tenir à elles seules un foyer parce que le partenaire a plusieurs femmes, fait aujourd'hui que la structuration de la famille dans notre région en particulier peut être aussi liée à ce phénomène-là, c'est-à-dire de plus en plus de dames qui font des enfants et qui les élèvent seules parce que finalement elles trouvent que c'est mieux ainsi, ou parce que le monsieur n'est pas forcément fiable, ou parce que lui aussi a été élevé dans des structurations qui sont je fais l'enfant là mais j'habite chez ma mère jusqu'à la fin de mes jours. Parce que ça aussi, ça existe. Alors je ne suis pas un spécialiste de la famille martiniquaise, mais je pense que si j'avais 2 ou 3 points à relever, c'est celle-là, c'est-à-dire des femmes qui, dès la naissance, ont appris à vivre dans un système matriarcal, c'est-à-dire que vous avez la mère qui, dans la même famille, dans la même maison, vous avez la grand-mère, la mère, des fois même l'arrière-grand-mère, la mère, les enfants et voire les petits-enfants. Et donc, quand vous êtes habitué dans un système qui est comme ça, qui fonctionne, mais des fois, il peut se perpétuer, parce qu'à côté, vous avez des hommes qui non plus ne trouvent pas nécessité de se marier, parce que c'est ainsi que la société finalement évolue. Merci, M. Lejeune. Je ne serai pas très long, mais je vais ajouter quelques éléments. Je pense qu'il y a 3 dynamiques. La première dynamique, c'est l'individualisme. De plus en plus, depuis 50 ans, on voit que l'individu se préoccupe beaucoup de sa vie, etc. Deuxièmement, je suis d'accord avec le Dr Mpaye lorsqu'il dit la différenciation des niveaux de formation des gens. Alors, j'ai fait l'expérience, j'ai travaillé dans une commune, je ne dirai pas le nom, qui avait à peu près 500 agents. Et puis, en fin d'année, on fait ce qu'on appelle Arbre de Noël. l'arbre de Noël, on fait une fête du personnel. Voilà, une fête du personnel. Il y avait à peu près, alors sous 500 agents, il y avait, mettons, 200 hommes et 300 femmes. Bon, alors je me suis dit, bon, donc je me suis dit, zouk l'a pris, quoi, puisqu'il y a des femmes, il y a des hommes, donc belle musique et tout et tout. Et bien, je suis resté des heures ébahi, parce que de côté, il y avait les hommes. Pourquoi? Parce que c'est des gars qui travaillent dans les services techniques, qui font les espaces verts, et l'entretien, et puis de l'autre, on a des secrétaires, des responsables de services, etc. Complètement. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que sociologiquement, ces gens-là n'appartiennent pas au même milieu, catégorie, on ne sait pas comment. Je veux dire, sociologiquement. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Troisièmement, c'est le phénomène du logement qui est arrivé chez nous à la fin des années 50 avec les HLM. Hein? Vous savez que les HLM, c'était conçu en France. C'était conçu en France pour, après la guerre, participer à la réindustrialisation de la France, accueillir des quantités de gens venant de tous les horizons. Eh bien, lorsqu'on a transplanté ça chez nous, ça a commencé par Gaudissart, des groupes de 1000 logements. Hein? Donc, ce sont des logements empilés sur 10 étages. La tour, il y en a fait 10 étages. Hein?
ça comporte. Alors, lorsqu'on a une famille, eh bien, la famille est dans son logement. Donc ça participe de ma voiture, ma maison, mon logement. Donc ça participe d'une nouvelle manière de structurer la vie et qui empêche qu'une logique familiale puisse facilement se faire comme ça se faisait avant. Parce que avant qu'on ait les HLM ou bien qu'on ait les métiers nouveaux, les métiers administratifs, la classe moyenne de Martinique, qui date de 50, 60 ans, comme tu dis, eh ben, on avait des gens qui vivaient dans le même quartier, qui vivaient, les parents se connaissaient, tiens, celui-ci avait un fils, celui-là une fille, c'était presque logique. C'est comme ça que dans ma famille, les choses se sont passées dans les années 60, et les voisins avaient un garçon, chez lui il y avait une fille, et bien, à force de se voir, de se connaître et de se fréquenter, on finissait par s'attirer, puis par se marier. Maintenant, cette logique-là, elle n'est plus. Vous avez épousé votre voisine alors? Non, mais non, je vois qu'on dit année 60. J'avais à peine 10 ans. C'était possible? Mais ça aurait été Ça aurait pu être possible. Vous dites, mais trop de scandales, c'est pas possible. Mais ça aurait pu être possible. Donc, maintenant, la structure des logements fait qu'il y a de nouvelles logiques de vie qui se font. Une personne, en quelque cas, il y a même des couples modernes où le garçon a son logement et la fille a son logement. Et ils ont parfois des enfants ensemble. Oui. Ils ont parfois des enfants ensemble. Donc, il y a une difficulté pour faire se rencontrer les gens et former la cellule familiale au sens où on l'a toujours connue, quoi. Non, mais la famille a plusieurs visages. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on perd les repères. Et les enfants, quand il n'y a pas de repères, ça part dans tous les sens. Donc, je prends un exemple. Quand ton papa se transforme en maman, et puis qu'au final, tu avais un papa au départ, et puis il s'est transformé en maman, et puis qu'au final, dans ton foyer, tu as deux mamans, ou bien que tu avais un papa, et puis que ton papa, tu l'as vu une seule fois, et puis la plupart du temps, tu es qu'avec ta maman, et puis tu vois ton papa une fois par mois, est-ce que ça peut engendrer des conséquences sur l'enfant? Ou bien que tu avais un papa, les parents se sont divorcés, et puis il y a une autre mouvance de famille qui s'est réunie, ça veut dire la famille recomposée, et que tu avais un papa, maintenant tu as un nouveau avec d'autres frères et sœurs qui n'étaient pas les tiens. Donc ça peut, quand les repères se perdent, automatiquement ça crée des difficultés. Il n'y a pas de repères qui se perdent. Pourquoi vous dites les repères se perdent? Ce n'est pas parce que attendez, je suis élevé par ma mère. Je vais pouvoir répondre à ce que je vais dire. En réalité, nous sommes une société judéo-chrétienne. Nous sommes une société judéo-chrétienne. Et la base de notre société, la base de toute notre société, c'est la famille. Et la famille est composée, selon nous, dans cette société, d'un papa, d'une maman et d'un enfant. Des enfants. Et c'est très important parce que je le disais déjà, les religions ont souvent pour fonction de permettre que l'humanité existe. C'est-à-dire, quand tu ne tueras pas, ça veut dire que, eh bien, on ne s'entretue pas, eh bien, on va pouvoir vivre. Là, c'est pareil. Quand on a un papa, une maman et des enfants, eh bien, l'humanité va continuer d'exister parce qu'il y aura des enfants. À partir du moment où on n'a pas cette famille, où on n'a pas des enfants qui naissent de cette famille et qui permettent à l'humanité elle-même d'exister, non seulement la société, mais l'humanité elle-même, ça pose problème. Et on est effectivement à un moment très important du monde. Parce que on va aller de plus en plus vers la procréation médicalement assistée, on va aller de plus en plus vers la fabrication même des enfants. On va fabriquer des enfants. Des clones, on va faire des clones. On ne sait pas où la science peut aller, mais c'est vrai qu'il y a une mutation de la société qui est actuellement extraordinaire. Oui, c'est ça, tout à fait. Une mutation de votre société. Et il y a une crise. Il y a une crise identitaire. Non, ce que je veux dire, c'est que quand monsieur Laouché parle, il dit le monde. C'est pas parce que vous avez des problèmes de progression que dans le monde, il y a des problèmes de progression. C'est votre monde tel que vous le concevez qui pose problème. Le monde occidental, absolument. Ah voilà, le monde dans lequel vous vivez, on est d'accord. qui pose problème, d'accord? Mais le monde d'ailleurs
à des principes qui fonctionnent, toujours avec la religion, mais qui permettent d'avoir plusieurs épouses, plusieurs enfants. Et ce monde-là, en tout cas cette situation familiale, n'est pas en danger. Donc, je pense que ce n'est pas le fait, comme j'insiste toujours pour dire, ce n'est pas le fait qu'on est seul, qu'on ne peut pas faire d'enfants, on ne peut pas les élever dans un certain nombre de critères de morale ou d'église ou de religion ou tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir. Certes, ça aide quand on est deux, mais ce n'est pas parce qu'on est seul que forcément on perd en termes de morale. Mais docteur Mpaye, par exemple, je suis une femme célibataire, j'étais avec un homme, je ne suis pas avec lui, j'ai une envie d'enfant, je décide de faire une procréation assistée. Oui. Et du coup, je tombe enceinte, j'enfante cet enfant, et cet enfant va me demander qui est mon père. Je dis quoi? Comment j'explique ça? C'est pas ça la question. Oui, mais l'enfant aura une crise identitaire. À un moment donné, on cherche tous nos origines. Mais bien sûr qu'on cherche nos origines. Mais non. Mais comment ça? Ça, c'est toi dans ta conception. Non, c'est pas ma conception. Chaque individu recherche ses origines, cherche à s'identifier dans la société, à s'imposer comme individu à part entière. Et bien, quand vous avez une crise identitaire, comment vous faites pour vous imposer dans une société? Mais non, faut pas tout mélanger. Mais non, je mélange rien. Faut pas tout mélanger. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de papa que je ne vais pas grandir dans de bonnes conditions. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de papa que je vais avoir une crise identitaire. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas tous les enfants qui n'ont pas eu de papa qui vont avoir une crise identitaire. Tout à fait. Ce n'est pas tous les enfants, parce qu'ils n'ont pas de papa, qui ne vont pas aller à l'école. Ce n'est pas tous les enfants, parce qu'ils n'ont pas je dirais même le contraire. Je dirais même le contraire. Parce qu'au vu du nombre de parents, de familles monoparentales, et au vu du nombre de personnes pour lesquelles l'école n'a pas marché ou qui sont dans la rue, etc., on dira plutôt que le fait d'être en famille monoparentale ne change pas fondamentalement l'avenir du gamin, puisqu'il y en a qui continuent de réussir. C'est pas ça la question. La question, c'est une société entière. Parce qu'on pense toujours que, en fait, avoir des enfants, dans le monde occidental dont vous faites partie, en fait, c'est un individu qui élève un enfant ou qui l'éduque. C'est ça la difficulté. C'est si vous continuez à penser que c'est un enfant, c'est une société, c'est un individu qui élève un enfant ou qui l'éduque, bien évidemment que vous n'allez pas marcher. Bien évidemment que vous allez avoir des problèmes. Mais si vous considérez que c'est une société entière, dans ce qu'elle met en droit et en devoir qui permet d'éduquer un enfant, bien évidemment qu'on n'avait pas les mêmes problèmes. Donc c'est d'abord une culture de structuration d'une société. Mais oui, c'est le modèle de société qui pose problème. Le modèle de société que vous, parentaux ou pas parents, vous construisez. En Martinique, on avait une société... C'était tout le monde élevait les enfants de tout le monde. Élargi, oui. Voilà. Oui. Donc il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des personnes qui avaient des yeux sur tous les enfants. Oui, et il y avait déjà des parents qui étaient des familles qui étaient monoparentales. Oui, il y avait des parents divorcés, il y avait des parents monoparentales. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société individualiste, comme l'a dit M. Girard. On pense individuel. Mais qui l'a fait cette société? C'est toujours vous, hein? Et donc du coup... c'est le système de... Oui, c'est toujours vous. Et donc du coup, un enfant... Il ne demande qu'à vous de le changer. C'est le progrès qui a voulu ça. Voilà, c'est ça, le fameux progrès, tout à fait. Et les peuples en retard ne connaissent pas ça. Oui, mais c'est vraiment... Ils ont raison de ne pas connaître. Voilà, nous sommes d'accord. Juste ce point-là, on préfère être en retard. Un enfant qui vit... Vous aspirez à être comme nous, hein. Et vous serez comme nous. Non, on se bat absolument pour. Quels sont Paris? Vous ne pouvez pas ne pas être comme nous à un moment ou à un autre. Ah non, mais c'est des vraies questions qui se posent aujourd'hui. Un enfant qui naît d'une éprouvette, d'une mère célibataire qui a fait son parcours, elle a choisi ce parcours. Oui. Aurait une crise identitaire. Non. Mais bien sûr qu'il aurait une crise identitaire. Mais bien sûr, on est dans une société individualiste. Oui, dans le modèle actuel. On est dans le modèle actuel. On est dans une compétition. Il va poser la question à un moment. Et puis ça va passer au second plan, il va continuer sa vie. Ça ne va pas l'empêcher de vivre. Il y a des psychologues qui disent que les enfants qui naissent de parents... Mais les psychologues, c'est pas des... Comment ça, c'est pas... Il ne faut pas insulter les professions des gens. Il ne faut pas faire de cas une généralité. Ils expliquent que oui, il y a des enfants qui... Il y a des enfants. Qui viennent mais pas tous. De parents. Oui, mais pas tous. Mais il y a des enfants qui viennent de cellules monoparentales qui ont des carences. Et ces carences peuvent freiner leur élan dans la société. Il y a des parents toxiques pour des enfants aussi. Si l'aide sociale à l'enfance récupère autant d'enfants de familles composées, de familles cellulaires, papa, maman présents avec des combats dans la maison, des drogues dans la maison, de l'alcool, c'est plus toxique encore que l'enfant à la parole. L'enfant sera entre les mains d'une autre famille. Tout à fait.
Et puis, de toute façon, ce problème vient généralement de la modernisation financière aussi. Quand les femmes ne travaillaient pas, c'est vrai, elles étaient contraintes de se soumettre à un rythme de concentration familiale. Et aujourd'hui, les femmes travaillent pour faire une plaisanterie. Quand un homme gagne son salaire, il dit, bon voilà, maintenant je gagne bien ma vie, je vais épouser une femme, je vais faire des enfants, je vais me marier. Et quand une femme, aujourd'hui, a un bon salaire, commence à travailler, elle dit, bon, maintenant que j'ai un bon salaire, je n'ai pas besoin d'homme. Pas qu'elle n'a pas besoin. Pas qu'elle n'a pas besoin. Elle va forcément chercher quelqu'un qui correspond à ses aspirations. Mais bien sûr. Quelqu'un qui va donner à ses... Parce que n'oublions pas que le but, c'est de donner à ses enfants... 10 femmes vont trouver un seul homme, 1 pour 10, attends, moi, je suis qui désolée. répondent à l'aspiration. Le second, sociologiquement, une femme qui cadre, mettons, Cadre supérieur. cadre supérieur. Elle va souffrir. Non, elle ne va pas se marier avec le chauffeur de taxi qui l'embête. C'est évident. Tu ne vas pas voir ça. Hein. Oui, mais Ça peut exister. Oui, mais quand elle Ça va peut rencontrer un homme, il ne faut pas qu'elle dise je t'aime non plus. Mais non, c'est on est en train de faire des choses sociologiques. Non, on parle du point de vue sociologique. On Il parle a de vue raison de le dire. sociologique. C'est Voilà. la sociologie. Disons qu'une femme qui prend sa responsabilité cherchera un homme qui est De sa catégorie. de même statut Elle a qu'elle. le même revenu, Voilà, un revenu conséquent. Le statut Non, mais c'est social. pas, Statut mais c'est- social, mais c'est pas c'est une pas que histoire le forcément de revenu, revenu, c'est un statut. monsieur Charlotte. Oui, Il y a le aussi, statut, il y a c'est aussi pour les aider au activités revenu, que hein. tu fais, il y a aussi Ah non, mais les c'est secours vrai, d'intérêt mais qui mais sont quelqu'un qui- différents. Ouais. À ce moment-là, elle va célébrer le Pardon. mariage pas à l'église, mais à la banque. Non, mais vous êtes méchant. Parce qu'en ce moment, le niveau des femmes... Je sens qu'il a été supérieur. victime de Ouais, ça. voilà, je sens déjà Elle n'est qu'il pas bien du tout. elle n'est pas bien du Le tout. niveau hein. des femmes est supérieur. Ah, mais bien Oh, sûr. mais bien sûr, Bien sûr. les femmes sont C'est pas depuis sur des... longtemps. Non. C'est depuis Depuis une dizaine. Non, c'est pas depuis longtemps, Non, depuis une ça fait vingtaine une d'années. là. dizaine Ça d'années. monte, hein. Voilà, depuis une vingtaine Parce d'années. que, Ça comme monte crescendo. toi-même Allez, pas tu tous l'as ensemble. dit, les femmes ont commencé à travailler il y a 50-60 ans. C'est ça. Les femmes étaient 1960, au tout à fait. foyer. Oui, c'est ça. Mes parents, tout ça, ceux de M. Lautier, enfin votre mère, étaient au foyer. Hein? La tienne aussi? Non, la mienne a travaillé. La tienne, c'est depuis Non, 50 ans. ma mère était au service de sa famille. ben C'est ouais. pas moins bien que d'être au service d'un Mais patron. absolument, c'est clair. nous sommes Non, mais c'est d'accord. clair, on n'a Désolé. pas, Mais nous sommes on dénigre pas, c'est pas Non, ça. non, c'est pas. Je dis Nous sommes ma mère d'accord. me serait plus Mais indépendante. depuis maman, 20 ans, c'est le des choix. niveau des femmes en termes de formation, D'études. diplôme, tout ce qu'on veut, est supérieur à celui des hommes. Tout à fait. Même si les hommes ont un revenu supérieur Supérieur à celui des à Supérieur, celui des hommes. c'est ça, Des femmes. des femmes. Mais c'est ça qui est le paradoxe. attention, ça Pourquoi bascule en c'est ce un moment. paradoxe? Mais bien sûr, c'est un paradoxe. Alors, écoutez, à diplôme égal, Non, moi, ça 20% m'intéresse, d'écart. c'est pas la rentabilité. Il est reconnu que les femmes sont plus souvent malades, plus souvent absentes, etc. N'importe Ah, quelle quelle statistique vous avez dit ça. Mais où est-ce que Mais vous non, avez mais vu ça, c'est monsieur? tous les mois. Ouais, mais non, n'importe on quoi. voit Il y en a qui ont des problèmes. Voilà. On voit que c'est de partout. Hein. Alors, parce que les femmes... Tous les mois, elles ont des problèmes. Quand font des elles enfants. sont enceintes, elles sont absentes. C'est pas une Mais maladie. Mais c'est pas une maladie, ça. hein. Non, mais c'est un fait, je veux dire. Et puis les hommes aussi tendent aussi à demander plus de congés paternels. hein. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 1 mois de congé pour les parents, les papas maintenant? Ça augmente là. sais Ouais, Ça a ouais, augmenté. Ça a augmenté. Je parle. C'est Non, 1 c'est mois. un mois, c'est un mois. On peut aller 14 très loin là maintenant. Même Non, pour c'est les un mois. hommes. C'est un mois, c'est un mois. On a augmenté. On a augmenté. C'est bien. hein. Vous savez pas ça, monsieur Laurent? Ah bah non, voilà, comment lui bon. il est Je n'en à bénéficie- l'ancienne. je à n'en l'ancienne. bénéficie pas. D'accord. Vous pourriez. Non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Bien. On a fini de parler de la famille. Pas beaucoup de temps. On n'a pas parlé des difficultés des communes, dont voulait parler M. Chose et Charlotte. Et on ne peut pas en parler sauf en 3 minutes. Chrono. C'est un Non, peu ça raide. va être un peu. Non, très vague. c'est difficile. Ah, c'est très difficile. hein. Non, ça, je fais pas. Il faut avoir. Et puis on est un peu Non. électoral. Par contre, on peut parler parce que M. Bayrou va nous faire lundi, je crois, ou mardi, je ne sais Oui, plus. la présentation de budget. Voilà, sa présentation de budget. Et on va savoir à quelle sauce finalement nous allons être bouffés. Hein? D'accord? Donc je commence à dire aux retraités qui nous écoutent Ah ouais. qu'il faut qu'ils regardent bien leur pension de retraite parce qu'elle risque d'être sucrée à partir de mardi. On va supprimer les 10%. Voilà, on va supprimer les 10%, donc il risque d'abattement, Ouais. d'abattement fiscal. C'est pas Donc vrai. il faut commencer à vous préparer et regarder bien vos poches, parce que pendant qu'on vous supprimez ça, votre taxe foncière va continuer à augmenter l'année prochaine. Tout à fait. Donc à commencez fait. à mettre un peu plus de côté. Et puis pour ceux qui travaillent, la tranche d'impôt, bien évidemment, et qui était indexée sur finalement les 5 tranches. comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. Faire en sorte que les choses vont finalement valoir beaucoup plus cher, hein, à partir
avec le budget qui nous est préparé, puisque apparemment il y a une stabilité budgétaire, ils ne vont rien changer. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas adapter les impôts en fonction de l'inflation, hein, puisque vous savez que chaque année, on adapte l'impôt en fonction, on indexe les impôts en fonction de l'inflation. Donc ça veut dire qu'une inflation que nous avons eu cette année à pratiquement 3%, mais ça veut dire que vous aurez 3% d'impôts de plus à payer. Non, mais donc soyez prêts. Ah non, c'est pas une blague. Hein. Ben oui, c'est ça. Hein. À partir du moment où on fait un gel budgétaire, ça veut dire que si vous avez pris une inflation, il y a une indexation de 3%, normalement on indexait vos impôts en fonction de ça, mais on ne va pas indexer. Mécaniquement, vous allez payer 3% d'impôts en plus. Les gens n'ont pas compris ça, mais c'est bien de leur expliquer les enjeux de ce qui va se passer à partir de mercredi. Alors, comme ce monsieur-là, c'est un catastrophiste. Ah non, mais moi j'ai peur. Non, je ne suis pas catastrophiste. C'est ce qu'il fait, il vous fait peur. Je dis juste qu'il y a 40 milliards à chercher, c'est tout. On va attendre tranquillement mercredi pour voir ce qui se passe. Oui. Et puis vous viendrez vendredi dire... Oui, non, mais que les gens soient attentifs. Pas de faire peur aux gens. Non, je ne fais pas attention aux peur. Je dis simplement que les gens soient... On a toujours l'impression que quand on parle en France, que ça ne nous concerne pas. Ce que je veux dire, c'est que ce qui va se passer mercredi, que les gens ouvrent bien leur poste et écoutent bien ce qui va se dire, parce que ça va impacter directement la vie au quotidien et tout le monde. Voilà. C'est ça qui est important. On va leur donner effort à tout le monde. À tout le monde. Oui, et puis les hommes politiques qui sont toujours pareils, ils ne font pas d'efforts. Par contre, c'est toujours la petite population qui fait des efforts. Il a dit de ne pas anticiper. Ah non, mais si tu n'es pas d'accord, on attend mercredi. Ouvrez bien votre poste. Alors, ouvrez bien votre poste. Pas comme ça. Vous êtes un homme du passé, vous. Ouvrez bien votre poste. Et vous du passif, il ne faut pas oublier. Merci beaucoup de nous avoir été fidèles. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Je voudrais dire merci à Jean-Michel Césaire pour sa réalisation. Merci monsieur José Charlotte, merci d'être là. Oui, eh bien, d'avoir été là. Eh bien entendu, nous allons prolonger la semaine qui est, à certains égards, pour certaines personnes en mode vacances, puisque nous recevons beaucoup en ce moment de Martiniquais de retour au pays, qui en profitent et qui découvrent bien entendu la vie excessivement chère, qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Eh bien, je les invite à retourner à la campagne et puis de participer, de consommer les fruits de saison. Merci beaucoup. Mais ça suppose que ces gens-là n'aient pas regardé une pièce de théâtre qui se joue en France actuellement et qui parle du chlordécone. Ce qui est absolument un scandale, c'est-à-dire qu'on est en train de dire au monde entier, à part toute espèce de moyen, y compris une pièce de théâtre, que la Martinique est empoisonnée par le chlordécone. Ça ne donne pas envie aux touristes de venir, et ça c'est extrêmement dommage. Mais chaque année ils sont là, le tourisme n'a pas cessé d'augmenter, ne vous inquiétez pas. Ça. Non, moi je m'inquiète, je m'inquiète. Et je ne trouve pas normal qu'on essaie, nous on a une image de belles plages, de tout ça, maintenant on va la remplacer par une image de terre chlordéconée. C'est insupportable. Allons-y, jeune homme. Eh bien, merci, M. Larcher, de m'avoir invité. Et je serai présent chaque fois que vous m'allez. Vous avez été brillant comme d'habitude. Oh, merci. Vous êtes content que je dise ça? Je ne cherche pas à bouiller, je cherche à éclairer. C'est pas la même chose. On est perdu quand je vous laisse le monopole de la bouillance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a compris, M. Larcher, que le soleil n'a pas besoin d'être applaudi pour briller. Oh là. Belle métaphore. Bon. Merci beaucoup, Dr Mpay, d'avoir été là avec votre chemise. Merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite un bon, long week-end. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour parler justement du budget, parce que ça va être intéressant de voir qui paye quoi. C'est vrai qu'il y a le 14 juillet. Merci Cindy, ça, vous savez qu'il y a le 14 juillet. Ah oui, moi je sais déjà qu'il y a le 14 juillet. En tout cas, je souhaite un bon week-end à tous les Martiniquais, toutes les personnes qui nous regardent, et puis à très bientôt, et puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel, à très bientôt. Et merci à vous encore une fois de nous être fidèles. On se donne rendez-vous vendredi prochain, si Dieu veut. Merci, au revoir. Au revoir. Continue de faire.